Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Pour raconter l'histoire, envoie ta demande là. Il y a 6 personnes en attente. C'est le principe. Mais insistons encore sur le fait que ici là on ne dénonce pas les noms. Bon voilà, on va commencer. Surtout aller droit au but. Éviter de durer entre. Pendant que vous parlez, genre tu parles, tu es distrait, tu parles, tu es en train de faire quelque chose. Imagine, il y a des gens qui sont en train de t'écouter, qui sont en train de vouloir suivre ton histoire, mais tu es en train de perdre le temps comme ça décourage, ça déconcentre. Parlez normalement et concentrez-vous pour raconter les histoires. Si ce que tu es en train de faire quelque chose, n'envoie pas la demande. Finis de faire ce que tu as fait et monte maintenant. Quand tu es déjà stable, tu es dans un endroit calme. Pas que tu montes et après, pendant qu'on attend l'histoire, tu dis donnez-moi 2 minutes d'abord, je vais partir, je vais quitter le salon pour aller là. Donc tu envoies la demande au salon, toi tu poses tout au calme, au calme. Et surtout, le respect. Ceux qui racontent, respectez ceux qui vous écoutent. Ceux qui écoutent, respectez ceux qui vont te raconter. Ça demande beaucoup de courage de venir là et dire j'ai été, je vais dire violé, je ne sais pas si on va me bloquer le live. Voilà, violé ou bien j'ai été ceci, j'ai été cela. J'ai couché avec un sugar daddy. Ou bien j'ai couché avec. C'est pour ça que les gens ont peur. Je suis que parmi là les gens, je dirais, là on est souvent par les 1200, 1300. Il y a sûrement quelqu'un qui a eu à violer, même pas, qui a eu à violer et il a subi les retours. Mais tellement il a peur que s'il monte là, tellement on va juger la personne ou bien dans les commentaires, il va être chaud dans les commentaires qu'il a peur de venir raconter. Laissez les gens s'exprimer, permettez-les de s'exprimer. Encourager, motiver les gens qui montent raconter, ça demande beaucoup de courage. Ok? Voilà, on va commencer. Bonsoir, rebonsoir DMJ. Bonsoir à toute la famille DMJ. Alors, je vais rencontrer 2 histoires aujourd'hui. La première histoire, elle est plus courte. C'est une leçon de vie. On peut appeler ça comme ça. Et voilà. Donc, je passe directement droit au but. En fait, là, c'est une histoire qui appartient à ma grand-mère. Ma grand-mère s'était servie d'une histoire pour me faire comprendre que dans la vie, ça ne sert à rien d'être chiche. En fait, il faut vraiment simplifier la nourriture parce qu'il y a d'autres personnes que tu peux arriver, il y a d'autres femmes, tu arrives chez elle, qu'elle est en train de préparer, elle va mettre l'eau jusqu'à ce que toi-même tu vas décider de rentrer. En fait, pour aller droit au but, elle me dit une fois, il y avait des amis qui étaient venus chez elle à la maison. Malheureusement pour elle, heureusement, je ne sais pas, elle n'avait pas préparé. Et elle parle toujours de l'optique que quand quelqu'un te reçoit, il faut toujours faire l'effort de l'offrir quelque chose, que ce soit la boisson. En fait, quelque chose que la personne ne sente pas vraiment que tu n'as pas daigné vraiment l'accueillir. C'est comme ça qu'elle dit, elle a supplié ses invités que s'il vous plaît, je n'ai pas préparé, mais néanmoins, j'ai une bouteille d'arachide, j'ai quelques croques, quelque chose à grignoter, quoi. Elle dit qu'elle les a servis, ses invités étaient tellement contents. Et après avoir reçu ses amis, ce jour-là, ses invités, elle dit que moins d'une semaine, elle était en train de rêver. Elle a rêvé qu'il y a une de ses co-épouses. Quand vous savez les Bamileke, la femme de ton frère c'est ta épouse. Elle dit qu'il y a l'une de ses co-épouses. Voilà. Elle dit, elle était en train de rêver. Et dans son rêve, elle avait l'impression que c'était la réalité. Elle était en train de rêver qu'elle est. On l'a invitée à une cérémonie, je ne sais pas quoi. Elle est en train de marcher vers sa destination et sur son chemin, elle a rencontré ses invités, dont les personnes qu'elle avait invitées à la maison. Les invités, je vais dire son nom, je vais dire par exemple Matt. Ses invités disent que Matt, tu fais quoi ici? Que non, je m'avais, je dois partir rencontrer des amis là-bas et tout. Que non, rentre. Où tu es en train de partir? Où tu es en train de partir là? On part comme ça pour te tuer. Elle dit qu'elle avait l'impression que c'était la réalité. Que non, tu es trop gentil.
Tu vois, avant qu'elle me dise que c'est la nourriture, donc le fait qu'ils sont venus, même le fait que je n'avais pas préparé, j'ai vraiment daigné à leur donner quelque chose. Dans la leçon de la vie, pour dire que le simple fait que tu donnes de l'eau à quelqu'un, ou tu donnes un petit bout de pain, ça peut te sauver la vie. Elle me dit si dans ce rêve, elle était partie jusqu'au bout de sa destination, elle devait se réveiller étant morte. Donc c'est ça ma première histoire. Hmm. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Merci pour l'histoire. Comme quoi, il ne faut pas être chiche dans la vie. Ça dépend des situations aussi. Hein. Ça dépend. Dans ce genre de cas, il faut toujours écouter son instinct. Parce qu'il y a à qui tu donnes quelque chose, ils prennent ça pour te faire du mal aussi. Ça dépend vraiment. Bonsoir DMG, Bonsoir, tout Kelly. le monde. Oui, tu vas bien? Très bien, et toi? Bien. Aujourd'hui, je me permets de monter en fait pour raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais en Afrique, notamment en Centrafrique. En fait, à l'époque, on habitait dans une maison limite qui était hantée. Hein. C'est-à-dire que quand tu rentrais dans la maison, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et un jour, un soir, il y a un truc qui s'est passé qui m'a traumatisée jusqu'aujourd'hui. Un jour, il y avait des lestages, mais après la lumière est arrivée, mes frères étaient au salon. Je suis rentrée dans ma chambre pour me coucher et j'avais une moustiquaire en fait, c'est-à-dire j'étais couchée mais j'avais les jambes en fait à l'extérieur. Quelques minutes après, j'ai senti en fait quelque chose soulever mon moustiquaire. Il y avait en fait, c'était comme si en fait c'était un étranger, un esprit en fait. Et la chose a soulevé le moustiquaire et automatiquement il s'est mis en fait à me toucher, et dans le sens où je sentais des ongles, hein. Ça devait certainement être une femme ou un homme, je ne sais pas, qui me touchait, et limite c'est comme si la personne arrachait mon esprit. Pourtant j'étais éveillée, hein. J'étais couchée mais pas endormie, j'étais éveillée. Le truc était en train d'arracher en fait mon esprit. Genre je sentais que j'étais en train de le sortir hors de moi. Et comme je suis croyante, automatiquement, j'ai crié Jésus. Et d'un coup, le moustiquaire, il est tombé. Je me suis levée, il n'y avait personne. Et à l'époque, ma chambre, en fait, donnait juste en face d'une fenêtre, en fait. Parce que j'avais une fenêtre, en fait, qui donnait automatiquement dans la cour. Donc, quand j'ai dit Jésus, que le moustiquaire est tombé, j'ai levé les yeux pour voir ce qui s'est passé. Mes yeux sont tombés sur la fenêtre, en fait. Et j'ai vu une ombre qui me regardait. Elle est restée au moins, je pourrais dire 2 minutes. Hein. Donc ça a duré. Me regarder. Je ne savais pas, je restais tétanisée. Automatiquement, quand j'ai voulu me lever, elle s'est enfuie, elle est partie. Et je suis sortie, j'ai dit à mes frères, ils n'ont pas cru. Et j'ai raconté à ma mère, mes parents, ils n'ont pas cru. Bon, c'était une longue histoire, ça m'a tellement traumatisée que depuis ce soir-là jusqu'au jour précédent, quand je dormais dans la chambre, mes sommeils étaient perturbés, ma vie était perturbée. J'ai dû en fait aller au village pour qu'on puisse me laver et faire les trucs. Tout ça pour dire quoi, DMG, ainsi que la famille qui est ainsi présente, c'est que quand vous prenez une maison et que vous avez des enfants en bas âge, faites attention en fait. Et renseignez-vous sur cette maison, s'il y avait des esprits cachés, s'il y avait des choses bizarres qui sont passées là-bas, parce que la maison où on habitait, en fait, c'était une maison où il y a eu un crime, en fait. Donc, l'esprit de l'ancien propriétaire y habitait avec ses enfants. Ce qui fait que tout le soir, surtout quand il y a des lestages, là, les bruits qu'on écoutait, de forme des voix qu'on écoutait, c'était en fait des gens qui ont habité là, sur ce territoire-là. Donc c'est pour dire que DMG, tous ceux qui écoutent ça, quand vous prenez un terrain, surtout une maison, purifiez-la, renseignez-vous parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est nous les enfants qui payons les pots cassés après. Voilà. J'ai d'autres histoires, mais je reviendrai la prochaine fois. DMG, je te suis en tout cas sur YouTube et tout, et c'est un plaisir de passer sur ton live. Merci beaucoup, Kelly. Tu es abonné à la deuxième page de YouTube? La deuxième, je suis sur la première où tu fais des lives tous les midis, tu sais. Il y a une deuxième, la DMG TV, histoire mystique exclusive aussi. Là-bas, il poste des histoires qui sont... Oui. Ok. Tu peux t'abonner aussi là-bas. D'accord. Super. Merci. Thank you very much. Bonsoir, Brilova. Oui, bonsoir DMG. Comment ça va?
Oui, je vais bien. Et chez vous? Très bien aussi. D'accord. Bien. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire que je voulais raconter depuis mercredi, mais j'avais pas un bon réseau. Bien, il s'est trouvé qu'il y a un endroit, un maquis que j'aimais bien fréquenter et j'y allais le plus souvent avec une amie. Et il s'est trouvé que pendant une soirée, pendant qu'on était assis, il y a eu une fille qui est venue, qui s'est approchée de nous et qui est directement venue me voir, me dit, ah vraiment que tu me plais, je veux qu'on soit ensemble, des choses de ce genre. En fait, quand on allait là-bas, on la voyait et toutes les fois, j'étais avec mon amie en question. Donc pour elle, elle s'est dit certainement que j'étais lesbienne, un truc de ce genre. Donc elle vient maintenant et puis elle commence à me draguer. Et cette fille, je n'ai pas apprécié son attitude. Bon, j'ai eu à lui dire certains trucs et tout ça. Et j'ai été en voyage, j'ai fait pratiquement 2 mois sans aller là-bas. Et un soir, je vais là-bas et la gérante de l'espace qui m'approche me dit, ah, est-ce que tu te souviens de telle fille, la fille? Elle dit, oui, 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 qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, ah, que la fille, vraiment, elle a eu un sérieux problème et que ça va pas, elle a piqué une crise, elle est à l'hôpital depuis. Et c'est elle maintenant qui va me raconter l'histoire de la fille. En fait, il s'est trouvé que quand la mère de la fille en question était enceinte, le père de la fille a refusé la grossesse. Et il a chassé la mère en question. Et la mère est retournée chez elle en famille dans une autre ville. Et elle a accouché la fille quelques années après. C'est-à-dire que la fille avait environ plus de 30 ans, peut-être 30, 32 ans. La fille qui dit à sa mère, maman, je veux connaître mon père. Et sa mère qui lui dit, non, que ton père vraiment, c'est pas quelqu'un, il vient pas d'une bonne famille, la famille n'est pas bien, je veux pas que tu ailles là-bas. La fille qui s'entête, qui quitte sa mère et qui vient dans ma ville où je suis, qui fait tout pour rencontrer son père. Elle va voir son père, elle lui dit, ah, je suis ta fille. Elle dit tout. Le monsieur aussi qui était déjà marié, qui dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux rester ici, tu es ma fille. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, une nuit, aux environs de 4-5 heures du matin, la fille a piqué une crise, elle est tombée. Et quand la fille tombe, le père laisse la fille et il appelle le copain de la fille qui est dans un autre quartier pour lui dire, faut venir prendre ta femme, elle est tombée ici. Donc le copain maintenant qui court, qui vient chez la fille, qui appelle le père. Pendant que le père appelait le copain, le père est sorti. Hein. Il laisse la fille seule au salon et puis lui il sort, il est parti. Donc le jeune qui vient, qui trouve la fille, en fait ils habitaient une cour commune. Donc il vient, il voit la fille au salon en train de baver et tout, il commence à crier, aidez-moi. Les voisins disent, ah que le vieux là, son affaire est trop compliquée, nous on peut pas rentrer chez lui. Et il y a une voisine qui a pris, comme en Côte d'Ivoire, on dit, qui a pris faux cœur. C'est-à-dire qu'elle elle s'est dit, je m'en fous, je viens donner un coup de main. Donc la dame en question, elle vient, elle aide le jeune à envoyer la fille à l'hôpital. Ils envoient la fille à l'hôpital, tout le jeune appelle son papa. Son papa dit, ah, moi où je suis là, je ne peux pas venir là-bas, je suis très occupé, je ne peux pas venir. Et le jeune qui fait mains et pieds, qui envoie qui paie les premiers soins, qui fait tout pour entrer en contact avec la mère de la fille, qui appelle la fille et la mère le lendemain qui arrive. On appelle le père, c'est 3 jours après, il débarque à l'hôpital. Il débarque à l'hôpital, il y a des ordonnances qui n'étaient pas payées. Et moi, quand la tenancière de l'espace m'en a parlé, elle m'a dit, ah, qu'on doit aller la voir. J'ai dit, ok, donc je vais aller avec vous. C'est comme ça que la tenancière, mon amie et moi, on va à l'hôpital. On arrive là-bas, on voit sa mère qui était déjà là et tout, son petit ami aussi. Et c'est à ce moment que sa mère me dit, ah, que vraiment, il y a des ordonnances qu'on n'a pas payées, vous qui êtes ses amis. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai pris les trucs, j'ai tout payé, tout. J'ai commencé à aller la voir au fur et à mesure jusqu'à ce que j'aille là-bas un jour. Elle me dise, vraiment, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, voilà, des choses comme ça. Je dis, non, laisse tomber, quand tu vas guérir. Bon, je pense on va se revoir normalement, on oublie tout ce qui s'est passé, tout. Et il y avait 2 ordonnances qui n'avaient pas payé. Moi, je n'étais pas là-bas. Le père qui arrive, on lui donne les ordonnances à aller payer. Qu'est-ce que le père fait? Il prend les ordonnances et il va se promener avec pendant 2 jours sans qu'il ne vienne à l'hôpital, sans rien. Sans argent, sans nourriture, sans rien.
Et moi, j'étais à la maison, la mère de ma fille qui m'appelle. Ah, ma fille, tu es où, viens, il y a un problème. Donc, je cours, je vais. J'arrive, elle me dit, ah, on n'arrive pas à manger, on n'a plus d'argent pour manger. Son petit ami aussi a trop dépensé, ils n'ont plus d'argent. Et moi, maintenant, je fais face à tout. Dieu merci, quelques jours après, la mère m'appelle, me dit, ah, vraiment, ma fille, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, mais on nous a libérés, on va rentrer. Mais on va rentrer, moi, je vais retourner avec ma fille, parce que je ne peux plus la laisser ici. J'ai dit, ok, Dieu merci, que moi-même, je n'étais pas trop disponible pour aller les voir et tout. On les libère. Elles vont à la maison parce qu'elles ont pris une petite chambre dans la ville. Donc, elles vont à la maison et puis le lendemain, elles empruntent leur car pour rentrer dans la ville de la mer. Pendant le trajet, le voyage se passait bien au point où elle-même, la fille en question, elle-même, elle indiquait la route aux gens. Elle disait aux choses, à l'apprenti, comme on le dit, on doit descendre ici, on doit... Donc, dès qu'elles arrivent au carrefour, elles descendent du car. Elles descendent, à peine la fille met les pieds par terre, la fille pique une crise. La fille est en train de suffoquer au bord même de la route. Au bord de la route. Et en un rien de temps, la fille est décédée en bordure de route. La fille décède en bordure de route dans une petite ville. Et je vous dis que on prend le corps de la fille, on va mettre le corps à la morgue dans la ville où elle est décédée. Je vous assure que la morgue a pris feu. La morgue a pris feu. Et il y a eu au moins 7 corps qui ont été totalement calcinés. Je dis bien totalement calcinés. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la mère de la fille même qui m'a appelé pour tout m'expliquer. Je ne savais même pas comment faire. J'étais tellement dépassée. C'est là qu'elle me dit que lorsqu'elle a dit au père de la fille qu'elle retournait avec sa fille, son papa lui a dit que moi, mon sang ne se perd pas. Soit mon sang ne peut pas aller ailleurs. C'est ce que le père de la fille lui a dit. Et vraiment, j'ai été tellement touchée par cette histoire. Ça m'a fait tellement mal que j'ai préféré ne plus jamais rester en contact avec cette famille et avec la mère et avec, je ne sais, vraiment. Et cette fille, franchement, je ne sais pas. Vraiment, faisons attention. Quand nos parents nous parlent parfois, essayons de les comprendre. C'est très important. Si cette fille-là ne venait pas, si elle ne cherchait pas le chemin de son père, peut-être qu'elle serait là. Et ce qui est le truc, c'est qu'elle avait déjà 4 enfants. Tous ces enfants sont à la charge de sa mère aujourd'hui. Et vraiment, c'est avec un cœur déchiré que je raconte cette histoire. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire, Brilova. Les commentaires. C'est terrible, le dehors aussi fait peur. Comment ça va? Bonsoir, David. Ça va? Très bien, et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Super. J'aime bien ce que tu fais, JDMG. J'aimerais raconter mon histoire. Ok. Vas-y alors. Oui, disais ceci. Pour ceux qui ont pour habitude d'aller laisser les enfants chez les voisinages avant d'aller dans les deuils ou soit dans les cérémonies, ça c'est mon histoire à moi. Quand j'étais petite, j'avais l'âge de 3 ans. Ma maman et mon papa... le volume derrière, s'il te plaît. Le volume de la télé. Oui, c'est fait. Vous m'écoutez? C'est bon? Ok, merci. Je disais tantôt, mon papa et mon maman avaient pour habitude d'aller me laisser chez un de ses amis. Un tonton qui avait peut-être l'âge à l'époque là de 30 ans. Je crois, 30 ans, oui, il vivait seul. Donc ils avaient pour habitude, j'avais l'âge de 3 ans, ils avaient pour habitude d'aller me laisser avec le monsieur. Donc quand ils me laissaient avec le monsieur, je pleurais beaucoup. Et le monsieur me maltraitait. Quand ils me laissaient là-bas, ils allaient à la fête, soit à un deuil, soit au cinéma. Ils venaient me laisser chez le monsieur chaque moment. De temps en temps, ils venaient me laisser chez le monsieur. Donc, quand ils me laissaient chez le monsieur avait pour habitude de me faire sucer son sexe. Si je vais dire ça comme ça.
DMG, vous m'écoutez? Allô? Ok, il avait pour habitude de me faire sucer sa paroi génitale, quoi. Donc, quand je pleurais pour longtemps, il me frappait. Puis, à l'époque, là, quand j'étais petit, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas exprimer cela à mes parents. J'ai passé seulement mon temps à pleurer jusqu'à ce que mes parents revenaient me chercher après, leur retour de là où ils allaient. Donc, c'est à l'âge de 15 ans que tout s'est soulevé à la tête. Et puis, j'ai demandé à ma maman et mon papa, il y a un monsieur que vous avez l'habitude de me laisser chez lui avant d'aller à un deuil ou à une cérémonie. Il est où? Ce monsieur, voilà ce qui me faisait vivre pendant que vous me laissez chez lui. Donc, à l'époque, là, je n'avais pas vite parler. J'avais vite marcher, mais parler, je n'arrivais pas à parler. J'exprimais seulement avec mes pleurs parce que quand maman m'amenait de temps en temps là-bas, je pleurais beaucoup, beaucoup. Je n'arrivais pas à dormir, c'est ce que mes parents revenaient me chercher. Comme pour dire à tous ceux qui laissent les enfants chez les voisins, chez les voisines, quand l'enfant refuse de rester, vraiment pensez-y. Pourquoi est-ce que l'enfant ne reste pas? Pourquoi est-ce que l'enfant refuse d'y rester? Donc, soyez prudents, quoi. Les mamans qui n'ont pas où laisser les enfants. Voilà mon histoire, DMG. Ouais. Merci pour l'histoire. Et Merci. après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fini par trouver le monsieur en question. Le monsieur était décédé, DMG. Ma maman m'a dit que le monsieur était décédé. Voilà un peu mon histoire. Mais il ne m'avait pas touché, mais il me violentait juste. Il m'obligeait à sucer sa paroi génitale, quoi. Il poussait ma tête dessus. Pendant que je criais fort, il me poussait la tête dessus. De temps en temps, il me faisait pleurer beaucoup. Donc, j'ai passé mon temps à pleurer. Je m'arrêtais là debout jusqu'à ce que mes parents vont rentrer. L'image est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus de 30 ans, donc ça me rappelle toujours. Du coup, j'ai les enfants aujourd'hui. Je suis très réveillée sur mes enfants. Pour ceux qui m'écoutent, soyez prudents avec vos enfants, avec vos entourages en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonne soirée. L'histoire n'est pas mystique, mais le conseil aussi est très puissant dedans. Abandonnez pas vos enfants aux gens que les gens que vous ne connaissez pas là. Hein? C'est terrible, hein? Le 10 avril, bonsoir. Oui, DMG, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va, et chez vous? Très bien, merci. D'accord. Bon, moi, je suis là pour vous raconter une petite histoire. Bon, c'est une dame qui m'a raconté ça, c'est elle-même qui a vécu ça. Bon, moi, je suis au Togo, en fait. Donc, et la dame, en fait, c'est une dame qui est dans notre quartier, elle vend le charbon. Bon, je vais commencer comme ça. Elle m'avait dit que quand elle était petite, genre, ceux qui étaient dans les villages, autant dans les 90 là, ils construisaient des maisons, mais il n'y avait pas le mur qui entourait. Ils construisaient juste des maisons là où ils trouvent du terrain et tout. Donc, il y avait un jour, ils étaient à la maison avec leurs parents. En fait, ils étaient 3 voisins. Il y avait 3 cases, donc ils étaient 3 voisins. Donc, un jour, ils étaient avec leurs parents à la maison et puis il y avait un homme qui passait pour leur vendre de l'igname. Donc, le jour là, l'homme était venu avec les ignames. Les ignames étaient vraiment très gros. Donc, eux tous, ils ont payé. Les 3 là, ils ont payé. Mais le 3e jour, le jour là, c'était le jour où personne ne devait aller au champ. Donc, presque eux tous, ils étaient à la maison en fait. Donc, il y avait un homme qui passait de maison en maison. Il avait un enfant qui transportait un panier. Il y avait les morceaux d'igname dedans et tout. Donc, arrivé là-bas, l'homme les a demandé, bon, est-ce que dans la semaine ou la semaine passée, est-ce qu'il y a eu un homme qui est passé pour leur vendre de l'igname? Et puis, ils ont dit oui. Bon, ils ont posé la question à savoir le pourquoi et tout. Et l'homme qui passait, il disait que non, que le gars qui était venu vendre, c'est un voleur. Chaque temps que son champ d'igname fait les ignames, l'homme a l'habitude de voler. Donc, s'ils n'avaient pas eu le temps de manger, au moins ils n'ont qu'à envoyer un de leurs ignames. Tout ce qu'ils ont mangé ou bien les ignames qui restaient et tout, même si vous n'aviez pas mangé, vous amenez un, il va mettre dans son panier, il va partir. Mais ça, son papa a dit non, que c'est faux et tout. Non. Il y avait une femme qui revenait du Marigot. Et la femme a dit que c'est vrai que le gars qui est passé vendre l'igname, c'est un voleur.
Donc, eux tous, ils ont remis un igname. Et puis, le monsieur a dit que dans 7 jours, ils vont voir ce qui va se passer. Alors que le gars qui était passé premièrement vendre l'igname, quand il était venu, il a déposé son tas d'igname sous un arbre. Donc, le jour-là, il est parti. Dans le 7e jour, ses parents n'étaient pas à la maison, elle était seule avec ses petits frères et tout. Mais les 2 voisins, là, ils étaient là. Il y avait eu une forte pluie. L'orage a commencé par gronder et tout. Et puis quand l'orage s'est abattu là, l'arbre s'est divisé en 2. L'arbre là s'est divisé en 2. Et puis il y avait le feu qui sortait à l'intérieur. Qui sortait à l'intérieur. Donc, elle était dans la chambre, elle a écouté le bruit, elle est sortie. Les gens sont sortis. Bon, il y a quoi? C'est en ce moment, le voisin a dit que non, que c'est ce que le monsieur qui était passé prendre l'igname, il était parti voir les dieux du tonnerre, que ce sont eux qui ont abattu. Peu importe si c'est que le gars qui a volé, si c'était qu'il était venu s'asseoir sur une chaise ou sous un arbre, n'importe où il était assis avec l'igname du monsieur qui était passé là. Eux tous. Donc apparemment après, le tonnerre a frappé le voleur. Et puis bon, il est mort comme ça. Mais d'après ce que la dame a dit que quand le tonnerre frappe ces gens-là, on ne les enterre pas. Le marabout chez qui ils sont et le monsieur est parti faire l'esprit de tonnerre et tout là. Le marabout là s'en va s'en charger du corps, mais on ne les enterre pas, on les laisse quelque part. Ils se dégradent et tout. Donc c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu avoué, pour l'histoire. Ok, merci. À la prochaine. D'accord. C'est que plusieurs n'ont pas compris l'histoire. L'histoire, c'est un voleur qui vole l'igname et pas revendre ses ignames. Après, le propriétaire demande si tu as acheté des ignames là, donne-moi seulement un sur ce que tu as acheté. Parce que forcément, le propriétaire était parti voir un féticheur que envoie le tonnerre sur celui qui a vendu, celui qui a volé mon igname. Genre, pour éviter que ça tue aussi ceux qui ont acheté, il a récupéré un igname, une igname ou un igname. Il a récupéré un sur chacun et parti mettre en bas de l'arbre. Donc ça frappait l'arbre à la place des clients, des receleurs. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Hein. Si c'est pas ça, on va faire avec. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Lady. J'espère que vous allez bien. Très bien. Merci pour l'ajout déjà. C'est comme on appelle ça. Vous m'entendez? Oui. Ok. Et moi, mon histoire est la suivante. Je crois que c'était le mois du 21 novembre par là, si je ne me trompe pas. D'accord, il y a beaucoup de bruit derrière. Je ne sais pas si c'est la télé ou les enfants. Mais je vais me déplacer. C'était dans le mois du 21 décembre par là. Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Allô? Hein? Oui, Que j'ai on te reçoit bien. rencontré. C'était dans le mois du 21 décembre par là. 21, je ne sais plus exactement c'est quel mois. Que j'ai rencontré un monsieur là. Un Sénégalais. Moi, je suis burkinabé. Maintenant, quand j'ai rencontré le monsieur, et bon, ça m'a pas paru trop bizarre. J'ai pris ça genre, bon, les dragues habituelles en fait. Et le même soir, le monsieur m'appelle, il me dit que lui est venu me chercher, on va sortir. Je dis bon, j'ai une réunion d'affaires, donc je ne peux pas accepter ton invitation ce soir. Il commence à dire que toi, c'est rentré sorti, il commence à jacasser. Bon, je me suis dit que bon, de temps en temps, il faut laisser un peu le travail de côté et puis gérer les petits gars à côté parce qu'on ne sait jamais, parce que bon, je suis pas en couple, rien. Donc, le peu que j'avais vu, le monsieur me plaisait. Donc, j'ai accepté qu'il vienne me chercher. Et puis, on est sorti, on est parti manger. Il m'a mis dans un restaurant hyper chic. La chicance de ça. Et le gars là m'a brûlé pendant, comment on va dire ça? Un mois, il a pris ma tête carrément.
je peux pas expliquer. C'est comme si c'était devenu de l'envoûtement. La première fois qu'on a fait la bagarre, je crois que c'était une semaine après le début de la relation, on a fait la bagarre. Et comme la bagarre elle a commencé, et il y a eu des amis qui sont venus me chercher une nuit. On était en train de chatter par SMS. Et subitement, mes copines m'ont écrit, elles m'ont dit qu'elles vont venir me chercher. Et puis, on va sortir un peu. Donc, elles sont venues me chercher en voiture, on est sortis. Quand ils étaient dans la voiture, je l'ai écrit, puis j'ai dit, bon, moi, je sors avec mes copines, on va aller faire un peu de show. Et puis, après, je te reviens. Il commence à crier, que toi, là, tu es quel genre de fille? Tu pouvais pas me dire que tu étais ce genre de fille-là. J'ai dit, ce genre de fille-là, ça veut dire quoi? Tes copines sont venues me chercher, toi, tu me dis, je suis pas ce genre de fille-là, ça veut dire quoi? Je comprenais plus rien. Moi, je me suis dit, bon, c'est sûrement parce qu'il est trop fan de moi qu'il se comporte comme ça, c'est Nadia sortie ici. Jusque-là, je n'ai pas réagi. J'ai demandé pardon et tout. Il m'a dit que donc, si c'est ça même, de laisser, ça va finir. De laisser la relation va finir. C'est Nadia, j'ai demandé pardon. Je lui ai dit de venir chez moi, on va parler. Il est venu chez moi. Bon, je vais un peu sauter. Donc, il a eu à faire plein de trucs. Il a carrément pris ma tête, en fait. J'étais vraiment tombée amoureuse du gars à un niveau que on peut pas expliquer. Maintenant, comment on appelle ça? Chaque fois que je lui demandais de l'argent, c'est quelqu'un, il est vraiment, ce sont des industriels, c'est des gens qui ont vraiment l'argent. Quand on dit quelqu'un a l'argent, c'est des gens qui ont vraiment l'argent. Chaque fois que je lui demandais l'argent, il me donnait jamais. C'est toujours quand lui, il a envie de me donner l'argent qu'il me donne l'argent. Maintenant, j'ai eu à suivre Lady Chic Glam sur un truc. Elle parlait des voleurs d'étoiles, des choses comme ça là. Or que bon, bien avant ça, moi quand je rencontrais un gars, si on se plaît et tout, on couche ensemble et tout, on fait tout ce qu'il y a, tout ce que copains, copines font ensemble, on le fait. Mais avec ce dernier là, j'étais fan. Mais la partie où, quand il veut me demander la sexualité là, je refusais toujours. Parce que j'avais atteint un niveau où mon niveau de méfiance avait atteint. Or que le niveau en fait où il avait pris ma tête, c'était tellement fort à un niveau que je devais accepter en fait, mais je n'ai pas cédé. Comment je vais expliquer ça? Ça veut dire que après, j'ai eu à faire des songes et tout. J'ai vu en fait que chaque fois qu'il venait me donner l'argent, c'est comme si en fait il partait voir des marabouts et puis en me donnant l'argent là, c'est comme s'il achetait quelque chose, il prenait quelque chose en moi. Je vous dis que le temps que je suis sortie avec le gars là, j'étais devenue, je ne peux pas expliquer. Hein. Il faut prier à un niveau qui dit pas son nom. Donc quand j'ai vu votre TikTok là, en plus de la dame que je suis sur YouTube, Lady Chic Glam là, c'est un cri de cœur en fait que je lance aux filles là. Le dehors est tellement mauvais. Faites très attention. Le diable ne va jamais se déguiser en mauvais pour venir vers vous. Il va venir toujours très souriant et il va venir vers vous et avec ce que tu veux là. Tout va venir. Et ça là, c'est juste l'argent qu'il me donnait. Ça veut dire que le fait que comme si c'est juste de l'argent qu'il m'a donné, il a eu à prendre des bénédictions, il a eu à prendre des pages, pas des pages, il a eu à prendre quelques parties de mes étoiles. Mais comme j'ai prié, j'ai réclamé ça dans le spirituel, j'ai repris tout ce qui m'appartenait. Ça veut dire que si j'avais eu à coucher avec ce monsieur, ce qu'il allait prendre à moi là, il allait me puiser comme c'était orange et puis me jeter. Après, je suis restée longtemps pour l'enlever de ma tête, c'était devenu, je peux pas, c'est tellement, jusqu'à je partais sur YouTube, c'est grave quoi. Ça veut dire qu'il faut beaucoup prier. Dès qu'un homme rentre dans votre vie, asseyez-vous, priez, dites Seigneur, il y a ce monsieur là qui est rentré dans ma vie. S'il n'est pas bon, pardon, faut briser. Envoie le feu du Saint-Esprit dessus, brise cela maintenant. Tu envoies, tu chasses. Depuis ça là, je n'ai que 23 ans. Depuis ça là, franchement, moi là, c'est Kanga Sizo. Hein. Si c'est pas un mariage, plus personne ne va voir mon CV. Je veux même plus rien. Je veux plus. Tant que c'est pas du sérieux, tant que Dieu m'a pas révélé que c'est le bon là, c'est pas la peine. Je veux plus rien. Vous restez tranquille dans vos coins. Le monde de maintenant est devenu, on peut coucher avec qui on veut, on peut faire quoi. Le monde de dehors est très, surtout les jeunes filles là. On a un potentiel, on a des étoiles pas possibles. Nous, si on savait en fait le niveau, la puissance que Dieu avait placée en nous là. Il y a des choses qu'on n'allait même pas faire pour des miettes. 200 000, 300 000, c'est quoi? 400 000, un iPhone 14 ou un iPhone 15, c'est quoi? C'est rien. Ça veut dire en fait ce que Dieu a mis en nous là, nos capacités pour faire les 1 million même par jour là, c'est tellement fort. C'est juste parce que on ne lit pas,
on n'est pas cultivé. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, facilement, les voleurs d'étoiles là passent par l'argent, les gros téléphones, les voitures, les voyages à Dubaï, les quoi, pour prendre les têtes des jeunes, surtout les jeunes filles. Je n'ai que 23 ans, je vous dis. Mais actuellement, ma maturité là, moi et puis les femmes de 30 ans, là, je pense qu'on réfléchit de la même manière. Bon, il y a certaines femmes de 30 ans qui réfléchissent pas de la même manière que moi. Mais actuellement, mon niveau de maturité a atteint un niveau que quand je sors, quand on me drague même, je veux même pas. On peut, 23 ans, drague même là, ça m'intéresse plus. Je veux même plus. Dès que quelqu'un s'approche de moi, que sa voiture soit quoi, je veux même plus. J'ai tellement été traumatisée. Je lance un cri de cœur à toutes mes sœurs. Celles qui ont entre 15 et 27 ans, 25 ans, pardonnez, priez. Priez tout le temps, matin, midi, soir, priez. Dès que vous avez un petit temps, que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail, dès que vous avez un petit temps, ressourcez-vous, rentrez en vous, dites Seigneur, voilà, je remets ma vie entre tes mains. Ne couvre-moi pas le sang de Jésus. Surtout la nuit aussi. Quand les gens dorment, levez-vous, priez. C'est quand on est jeune fille qu'on doit prier. On doit prier, prier, prier encore et encore. C'est ce que j'avais à dire. Oh, merci beaucoup pour l'histoire, Lady. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Je vais bien chez vous. Très bien, merci. Ok, je reviens avec deuxième histoire. Au fait, j'ai perdu mon papa le 13 novembre passé, 2022 là. Et je suis partie, l'enterrement, tout s'est bien passé. Et au retour, j'ai pris un car. Je suis togolaise, mais je vis au Burkina Faso. Je vis à Ouagadougou. Donc, j'ai pris un car. Donc, j'ai croisé un monsieur dans le car là. Il a quitté Togo pour aller au Burkina aussi. C'est un grand cadre. Il est burkinabé quand même, mais il vit au Togo. Il vit au Togo. Parce que en partant, moi, je suis partie avec ma moto. Donc, comme au retour, il m'a vu venir rentrer à la gare avec la moto. J'ai demandé qu'on emballe et puis on met dans le coffre du car là. Donc, il m'avait vu avec une moto. Maintenant, dans le car, au fait, arrivé au niveau du contrôle, et moi, je n'avais pas pièce du Burkina. Et quand on fait contrôle, tu as pièce. Au fait, tu as pièce ou tu n'as pas pièce. Tant que tu n'es pas burkinabé, tu payes. Donc, j'ai payé un coin, deuxième coin. Il s'est arrêté. Il m'a demandé que je suis sa belle-sœur, que lui, il est telle personne. Et puis, il fait cette boulot. Il est au Togo. Patati patata. Et il a dit, le policier, que moi, je suis sa belle-sœur, qu'on a quitté Togo ensemble. Donc, les policiers m'ont laissé, je n'ai pas payé. Et en partant, je lui ai dit merci. Il était assis derrière moi juste. Je lui ai dit merci. Il m'a dit, ok, tu peux me donner ton numéro, on ne sait jamais. Et j'ai dit, ok. Il a remis mon numéro. Arrivé à la gare, il m'a dit que franchement, il y a quelqu'un qui allait venir lui chercher. Mais la personne n'a pas le temps. Que si je peux lui déposer à son hôtel avec ma moto. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai laissé mes colis chez ceux qui gardent les colis à la gare. Et puis je l'ai pris, je l'ai déposé à son hôtel. Et il a commencé par m'écrire sur WhatsApp. On s'est changé. Un jour, il m'a dit qu'il veut m'inviter de prendre une pause avec lui. Le jour-là, je ne travaillais pas. J'ai dit ok. On a fixé l'heure. Et après ça, c'est moi-même qui l'a proposé où on allait se croiser. Et il est venu là-bas. Je ne voulais pas lui montrer chez moi. Il est venu là-bas. Et il me dit, franchement, ma chérie, tu me plais beaucoup. Quand je t'ai vu dans le car, franchement, tu as attiré mon attention. Voilà. Et c'était comme ça. Chez moi, chacun a sa clé du portail. Donc, le jour-là, je suis sortie sans clé du portail.
Si je rentrais un peu tard, on allait bloquer le portail. Et je l'ai dit, il n'a qu'à me laisser, je vais rentrer et on se verra prochainement. Il m'a dit ok, qu'il va m'accompagner. Bête que je suis, j'ai accepté. Moi, je me suis dit que comme c'était vers les 22h, je me suis dit que je ne vais pas lui montrer à la maison. Il n'a qu'à me déposer quelque part et moi, je vais rentrer. Et arrivé là où il allait me déposer, j'ai déposé ma moto et je suis descendue pour lui dire au revoir. Il m'a attrapé pour m'embrasser en même temps. Et j'ai refusé, je l'ai parlé un peu mal. Et puis il est parti. Maintenant, arrivé à la maison, il m'a dit, ma chérie, tu es très belle, oui. Mais franchement, c'est pas ton sexe que je veux. Si c'est le sexe, que je suis arrivée, je fais presque 3 jours ou 4 jours, je n'ai pas couché avec une fille, mais j'ai déjà éjaculé 2 fois. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Et il m'a dit, ton étoile brille très fort. Franchement, je te veux comme une petite sœur. Je te veux comme une amie. Je vais te brancher avec beaucoup de personnes qui vont t'aider. Parce que tu es une personne bien, ton étoile brille. Mais ce que je vais te demander, pardon, laisse-moi sortir avec toi une seule fois. J'ai dit non. Tu sors avec moi en tant qu'une copine ou bien tu sors avec moi et c'est fini comme ça. Il me dit non. Lui, il va me brancher avec quelqu'un qui est un de mes frères aussi, quelqu'un de bien qui est ici. Et la personne a une femme, mais sa femme n'est pas ici, patati patata. J'ai dit maintenant, tu vas me brancher avec cette personne. Et toi aussi, tu dis que tu me veux. Pourtant, c'est ton ami. Comment toi, tu vas prendre ta copine et puis brancher avec ton ami? J'ai dit, si ton ami veut faire du sérieux maintenant avec moi. J'espère que l'histoire est mystique, hein? Oui, en tout cas, moi, je trouve ça un peu mystique. Parce que quand j'ai refusé de lui donner la chose et j'ai refusé de coucher avec lui, il a appelé son ami, il m'a présenté son ami quand même. Mais depuis ce jour, son ami m'a plus appelé. Mais entre-temps, quand je dors, je fais rêve de ce monsieur. Un jour, j'ai fait un rêve que il est devenu un serpent et puis il a craché dans ma boisson. Je tenais un verre de boisson et puis il a craché dedans, mais j'ai pas bu. C'est pour dire que franchement, dehors est risqué. Comme j'ai entendu une soeur aussi qui vient de donner un témoignage, dehors est trop risqué. Il y a certaines personnes qui nous draguent, nous les filles, ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de quelque chose sur nous. Voilà, c'était tout. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bonsoir. Comment ça va, Joël? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. En fait, je sortais avec un homme et ça faisait pas longtemps qu'on se fréquentait. Et au bout de 4 mois, il a dû partir au pays. Et quand il est parti au pays, on s'est disputé. C'était la première fois qu'on se disputait. Mais avant ça, j'avais des songes étranges. Des songes où... j'avais fait un songe où j'étais dans un couloir. Enfin, dans un couloir, et c'est comme à l'internat. Non, dans un hôtel. Et dans chaque chambre, il y avait des femmes. Et dans chaque porte, il y avait du sang. Mais je n'avais pas prêté attention plus que ça. Et donc, quand il est parti au pays, je me suis disputée avec et il m'avait laissé les clés de chez lui. Et quand je lui ai dit, écoute, quand je me suis disputée avec lui, je lui ai dit, écoute, moi, je préfère que toi et moi, ça se termine. Je donnerai les clés à ton ami, mais je dois aller chercher mes affaires avant. Donc, il me dit, ok, ça va. Donc, moi, j'arrive devant chez lui, mais
Lui, il habite au 3e étage. Et quand j'arrive au 3e étage, je vois qu'il y a un carton devant sa porte avec mon nom et du sang. Donc moi, quand j'arrive, je vois le carton avec mon nom et du sang, je commence à flipper. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Donc je descends en courant. J'arrive chez ma mère et tout. Je lui explique ce qui s'est passé et tout. Et elle me dit que je pense que la personne que tu as fréquentée, c'est clairement un agent des ténèbres, quoi. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe devant chez toi? Comment ça se fait qu'il y a un carton avec mon nom devant ta porte? Toi, t'es au pays. Comment ça se fait qu'il y a un carton devant la porte et qu'il y a mon nom dessus? Il me dit, oui, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, j'ai préféré couper les ponts. Et quand j'ai coupé les ponts, je suis rentrée en jeûne. J'ai fait un jeûne de 10 jours. C'est un peu similaire à la fille qui était là avant. Mais pendant que j'ai fait mon jeûne de 10 jours, au bout du 3e jour, j'ai fait un songe. Et quand j'ai fait ce songe-là, j'étais à l'église. Et le pasteur me disait, voilà, les chaînes sont tombées, tu es libre. Et ma mère, dans mon rêve, elle me dit, ah, félicitations, faut continuer à prier, continue à prier. Et dans mon rêve, donc, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, en fait, quand j'ouvre la porte, c'était lui qui était là dans le couloir. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il ne me répond pas. J'avance vers le couloir, vers la cuisine. Et quand j'arrive vers la cuisine, il prend un couteau, il me l'enfonce en plein cœur. Et quand il me l'a enfoncé en plein cœur, je me suis réveillée en suffoquant à 3h du matin. Mais il était vraiment 3h00 du matin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier, prier. Et il m'a envoyé un message et il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, toi et moi, ça va pas aller. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que c'était lui qui était derrière tout ça. Parce que des fois, on peut voir quelqu'un dans un rêve, mais c'est pas spécialement lui. Mais là, quand il m'a envoyé ce message-là, c'est là que je l'ai compris. Donc, c'est juste pour dire, encore une fois, désolée, mais bon, je suis passée après Jenny. C'est juste pour dire que voilà, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention, les femmes qui sont dans le live. Faites attention à qui vous... faites attention aux gens que vous fréquentez. Faites attention même à vos amis. Faites attention à tout. Priez, c'est important. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Et pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Oui, les hommes aussi. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Je suis tombée sur l'émission là par hasard. C'est vrai que j'avais déjà eu quelques extraits de vos vidéos. C'est juste pour partager une petite histoire. Parce que généralement, quand j'écoute les gens témoigner, à la fin, il y a un dénouement heureux. Tout commence en 2019, ça fait 4-5 ans par là. Quand j'ai rencontré quelqu'un que j'avais fait 1 an. Je l'avais vu 1 an dans mes rêves avant de le rencontrer. Donc quand je le rencontre, ça coïncide dans mon rêve, tout où il vit et cela. Donc du coup, je comprends que ici, là, j'ai rencontré l'homme de ma vie, ça va, merci Seigneur. Sauf que finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, du jour au lendemain, il me dit, bah tiens, ça ne marche pas entre nous, je ne peux pas te rendre heureuse et tout ça. C'est là que
je comprends que il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour revenir sur le passé, je vois que ça n'a pas toujours marché. Mes relations ne marchaient pas toujours, ça s'arrêtait brusquement. Ce jour, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré en sanglots. Je lui ai dit, maman, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À chaque fois, on me disait, non, tu sais, c'est la vie, tu peux être déçu et tout ça. J'ai dit, ok, mais ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas normal. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Du coup, ce jour, d'accord, on me demande de speed un peu. Du coup, ce jour, je prie, je pleure. J'ai tellement pleuré de la journée que j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. J'ai dit à toute ma famille parce qu'on me prenait pour une folle. On disait, non, il faut que tu rencontres un psy et tout. Tu sais, tu te plains trop. Personne ne me comprenait. Moi, ça, je savais ma douleur. Donc, je suis allée, le lendemain, j'ai tapé sur YouTube une prière exorciste. C'est là que je commence à avoir des trucs bizarres. Je ressens des choses dans mon corps. Mais j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Donc, mais là, je comprends ce qui se passe. Ce jour, j'étais en train de travailler. Du coup, je suis rentrée parce que je me sentais très mal. Bon, au travail, on a dit c'est l'accès palustre et tout. J'ai dit, ok, ça tombe bien. Donc, je rentre, je vois ma soeur, je lui dis, en fait, voilà ce que je vous expliquais depuis, que c'est pas normal, ce qui se passe. Elle me dit, ok, donc je remets la prière, j'écoute, elle me laisse dans sa chambre. C'est comme ça là que je commence à faire des manifestations. Vraiment bizarre, je me mets à crier et tout. Mais en même temps, je suis consciente, donc je vois ce qui se passe. C'est là qu'elle arrête la prière parce que c'était déjà grave. On va voir un prêtre. Avec le prêtre, on a commencé les prières. C'est à ce moment que tu comprends. C'est à ce moment, en fait, que je comprends qu'il y a un autre monde en dehors du monde dans lequel on vit. Moi, en 2018, on m'a posé la question de savoir est-ce que la sorcellerie existe. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne savais pas. C'est quand je commence les prières avec le prêtre que je comprends qu'il y a deux mondes, en fait. Il y a ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Donc, j'ai entamé les prières tous les jours. C'était tous les jours. Tous les jours. J'étais chrétienne protestante. On m'a baptisée catholique. C'était vraiment une vie de prière. Pardonnez-moi, à un moment, je perds un peu la mémoire. Donc, à ce moment, tu comprends que en Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment très grave parce que on essaye de condamner les enfants. C'est elle qui va dire non, toi tu seras rien. Toi peut-être tu n'auras jamais d'enfant. On va signer sur tel ou tel. Pour moi, c'est un peu comme un témoignage de faire savoir aux gens que ces histoires existent. Parce que moi, si on m'avait dit que la sorcellerie existait, moi, je croyais pas en ça. Jusqu'à ce que je comprenne que je devais perdre ma vie comme ça à cause des gens qui se sont réunis et qui ont décidé que ta vie, tu ne seras rien, tu ne feras rien et tout ça. Et c'est dans les prières que tu découvres tout ça avec les noms exacts des personnes, exactement ce qu'ils ont fait et que tu te retrouves dans un combat que tu n'aurais jamais imaginé parce que avant la vie était paisible jusqu'à ce que tu rentres en combat avec tes ennemis. Vous voyez un peu, c'est à peu près le témoignage que je vais donner. Mon combat, il n'est pas fini, mais il a beaucoup avancé parce que de ce qu'ils avaient décidé, c'était que ils ont dit, toi, tu vas pas te marier. Vous voyez un peu. Ce qui fait que chaque fois que j'avais une relation sérieuse, quand ça veut aboutir, pour un rien, ça s'arrête là. Pour un rien. Parce que le gars, même après, il va revenir, il va dire, mais
Il revient toujours, vous voyez, mais après, il ne sait plus quoi te dire. Il revient, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est dans sa tête, comme s'il est téléguidé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est à ce moment que je découvre réellement que ce monde-ci, c'est pas ce qu'on voit. Donc, je vais demander vraiment à l'auditoire ici de croire. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde du diable. Le monde va toujours vouloir nous distraire. Parce que je peux pas vous mentir, moi j'étais dans le monde. Je croyais pas, je vivais ma vie de jeune fille et tout ça. Je m'en foutais de... C'est le présent. Tu vis le présent, tu vis le palpable. Jusqu'à ce que aujourd'hui je me retrouve à être, je sais pas si on va dire une femme spirituelle. Aujourd'hui, je suis plus spirituelle que physique parce que le monde matériel, tout ça, moi j'abandonne. Je vis quotidiennement le combat. Je parviens déjà à savoir détecter les trucs mystiques, tout ça. À cause de ce que j'ai vécu, je continue mon combat qui a très bien avancé par la grâce de Dieu. Et je veux dire encore et je répète à l'auditoire que la sorcellerie existe. Ne prenez pas ça à la légère, ne prenez rien. Surtout quand tu es un enfant de Dieu, tu seras tellement persécuté que tu vas te demander ce que tu fais sur cette terre. Je ne veux pas rentrer dans les détails de mes rêves, de mes combats, mais je vous dis que c'est grave. Comme les femmes parlent de serpents, parler de serpents, je comprends. Les serpents, les mauvais esprits, les esprits des eaux, les sirènes, tout ça, ça existe. Tout ça, ça existe. Oui, oui. Ce n'est pas des mythes. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire, l'unique univers. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci et beaucoup de courage à vous. Dans les commentaires. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Ikuma. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Alors, je vais bien, merci. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue dans ma famille. Je suis gabonaise. Donc, en fait, c'est l'histoire que ma tante a vécue dans la petite sœur de mon papa. Dans la petite sœur de mon papa, elle vivait dans une ville du Gabon, donc en province, précisément dans le Haut-Togo. Et cette dernière-là a eu à faire un enfant avec un monsieur qui était de la province du Grand Nord en fait. Donc il était d'Oyem, une autre ville aussi du Gabon. Donc du coup, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, oui. On te reçoit. D'accord. Donc je disais que ma tante a fait un enfant avec un monsieur qui était du Grand Nord en fait, dans une ville aussi d'une province du Gabon, donc d'Oyem précisément. Donc du coup, l'enfant qu'elle a fait avec ce monsieur-là, ils se sont retrouvés en séparation et ils se discutaient en quelque sorte l'enfant. Le père à chaque fois voulait avoir l'enfant de son côté, la mère aussi voulait avoir l'enfant de son côté. Et ma tante refusait souvent, à chaque fois elle boudait, elle disait non je veux pas, je veux garder mon enfant moi-même en fait, comme nous les femmes on a l'habitude de faire quoi. Donc du coup un jour, elle décide enfin de laisser l'enfant partir vers son père, donc aller à Oyem. Donc l'enfant va en vacances, le père lui-même n'est pas sur place, il prend juste l'enfant, il va déposer chez ses parents à Oyem. Donc l'enfant passe les vacances là-bas et puis après les grands-parents de l'enfant appellent ma tante pour dire qu'écoute, il faut venir, l'enfant est malade, il se sent pas bien, on a essayé de traiter, ça ne va toujours pas et tout. Voilà, il faut venir chercher l'enfant. Donc c'est comme ça qu'elle se rend à Oyem, elle va récupérer l'enfant. Quand elle récupère l'enfant, vu qu'elle travaillait sur Mwanda, elle ne pouvait pas rester à Libreville pour traiter l'enfant. Donc, elle a confié l'enfant à mon papa, qui est son grand frère. Donc, il est resté avec nous à la maison et tout ça.
Mais bizarrement, enfin, c'est mon cousin. Nous, on était habitués à rester avec lui et tout ça. Mais bizarrement, en revenant d'OIM, il était bizarre. Il n'était plus le même. C'était maintenant du genre... il avait, vous voyez, le regard un peu... Tu vois, quand quelqu'un a le regard ailleurs, en fait, il avait souvent le regard ailleurs. Il parlait plus assez, il jouait plus assez, il était toujours assis dans son coin et tout. En fait, il était devenu étrange. Donc, on est resté là. Donc, ça a commencé par ma grande sœur. Ma grande sœur, quand on dormait chaque soir, parce qu'on avait un lit superposé. Donc, quand on dormait souvent, à chaque fois, elle se mettait à parler seule dans le sommeil. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Ah! Moi aussi, je me réveillais souvent, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, c'est comme ça qu'un matin, on se lève et tout, je demande à ma soeur mais pourquoi la nuit, tu dis souvent laissez-moi, 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 tu parles avec qui? C'est comme ça qu'elle dit non, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas, je ne me rappelle pas que j'ai parlé dans le sommeil. On a laissé passer. Mais on a constaté que ça continue. Et un jour, elle a fait la même chose, je me suis levée du lit, je suis allée appeler ma maman dans leur chambre. Donc j'appelle maman, elle vient, elle se lève, elle appelle aussi papa et tout, ils viennent, ils écoutent. Comment ma soeur est en train de dire laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. C'est comme ça qu'il la réveille aussitôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a des gens qui viennent me chercher et tout. Et ça, pendant que tout ça se passe, on dormait avec notre cousin là. Pendant que tout ça se passe, c'est dire que lui, il est dans un sommeil profond. Au point où il n'écoutait même pas un bruit, tous les bruits qu'on faisait quand on parlait, il n'écoutait rien, il était dans son sommeil profond et tout. C'est comme ça que papa a dit, il essaie de réveiller un peu l'enfant et tout, l'enfant ne se réveille pas. Il essaie de le réveiller, l'enfant ne se réveille pas, il laisse. Il dit bon, en tout cas l'enfant respire, il n'y a pas de souci, il n'a qu'à dormir. Le lendemain maintenant, on se lève. Ma soeur, on constate maintenant que ma soeur qui dans le sommeil à chaque fois se réveille pour dire laissez-moi là. On constate maintenant qu'elle est devenue aussi un peu comme notre cousin. Du genre, elle reste un peu dans son coin et tout. Elle ne parlait plus trop, elle ne jouait plus trop avec nous et tout. C'est comme ça que ça a attiré l'attention de ma mère parce que ma mère, c'est une femme qui prie beaucoup. Quand ça attire l'attention de ma mère, c'est là où maman se dit non, il y a un truc qui ne va pas. L'enfant là, quoi. C'est comme ça qu'elle appelle ma soeur. Elle demande à ma soeur qu'elle écoute, qu'est-ce qui se passe? Il y a pourquoi je ne peux pas jouer avec les autres et tout. Oh non, je suis fatiguée. Tout le temps, c'était non, ça, je suis fatiguée. Au final, ma mère étant toujours dans la prière et tout, elle a vu un peu que l'enfant avait tellement changé de comportement. Elle s'est dit non, ça là, ce n'est pas clair. Elle a commencé à emmener le sujet à l'église là où elle partait. Elle a emmené le sujet à l'église, on a commencé à prier un peu avec ma soeur et tout. Et c'est comme ça maintenant, quand on emmène aussi notre cousin à l'église, il manifeste. Il manifeste du genre qu'il est en train de parler, il commence à parler du genre comme s'il avait plusieurs personnes en lui, ou bien je ne sais pas comment il faut dire ça. Donc il commence à parler et tout. Quand il termine de parler maintenant, à un moment, quand les voix là se sont arrêtées, c'était maintenant lui-même. Mais tu sentais qu'il n'était pas dans son élément, que c'était pas vraiment, on va dire en quelque sorte lui-même, pas simple en fait. Donc quand il revient, il dit maintenant, je veux parler. Ok, on t'écoute, parle. C'est comme ça qu'il fait maintenant savoir que quand il était chez ses grands-parents l'ont donné une assiette. Une assiette avec un repas où il y avait de la viande. Et la viande là était vraiment préparée comme s'il y avait beaucoup de tomates. En fait, c'était vraiment rouge et tout. Donc, l'enfant a mangé ça. Que quand j'ai mangé ça, j'ai commencé maintenant à me déplacer avec papy et mamie. Parce qu'il était encore quand même petit quand on l'avait emmené là-bas. J'ai commencé à me déplacer avec papy et mamie. La nuit, on partait, on se retrouvait avec beaucoup de personnes autour d'une table. On partageait le repas ensemble, toujours la nuit. C'est comme ça nous tous, on était vraiment étonnés, on avait peur et tout. C'est comme ça qu'on se dit maintenant, ok, on va appeler sa mère pour quand même informer que voilà ce qui se passe ici et tout. On a appelé la mère. La mère tardait à venir, à remonter sur Libreville.
Donc, on est resté à gérer la situation comme ça. Et ma soeur, la vie de ma soeur était maintenant en danger. Parce qu'elle, maintenant, c'était maintenant chaque nuit. Elle était persécutée chaque nuit. Il y avait toujours les gens qui venaient l'appeler. Et moi-même particulièrement, je suis arrivée à un moment où, pendant que elle était allongée, en train de dire que vous voulez m'emmener où, vous voulez m'emmener où, moi je voyais en quelque sorte comme des mains du genre, on dormait en bas, sur le lit superposé, on dormait en bas. Et moi je voyais du genre comme des mains qui nous faisaient des signes, quoi, du genre que viens et tout. Mais il n'y avait pas de voix, mais c'était du genre vraiment pas, on va pas dire que ce sont vraiment des mains, c'est comme si tu hallucinais. Donc c'est comme ça, on est resté là, on nous a séparés de chambre avec lui. Il est resté toujours dans son coin, toujours dans le comportement bizarre là. Jusqu'à ce qu'on a commencé, on l'emmenait maintenant régulièrement à l'église, tout le temps, on l'emmenait à l'église. Étant à l'église, à chaque fois, il manifestait, il parlait, on écoutait la voix du genre, parfois c'était comme si c'était la voix d'un grand-père, parfois c'était la voix d'une grand-mère, à un moment c'était sa voix, comme si c'était d'autres personnes et tout. Et il commençait à raconter un peu toutes les choses qu'il faisait dans ce monde mystique-là. Que oui, on a pris telle était enceinte, on a mangé son enfant dans le monde-là, on a fait comme ça. Il parlait jusqu'à ce que sa mère arrive sur Libreville. Quand elle arrive sur Libreville, on continue à prier pour l'enfant, mais il n'y avait pas en quelque sorte de changement. C'était juste qu'il racontait, mais il n'y avait pas de délivrance. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire un peu le tour des églises. Elle est partie là-bas, elle partait là-bas, elle partait un peu de partout, jusqu'à ce qu'elle a trouvé le christianisme céleste. Elle emmène maintenant l'enfant au christianisme céleste. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui marchent, qui partent à l'église pieds nus avec des soutanes blanches là. Donc, il l'emmène maintenant au christianisme céleste. Au christianisme céleste, maintenant qu'il commence à faire un travail avec l'enfant. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas cette église-là. C'est juste mon avis, mais on l'a emmené là-bas. Ils ont commencé à lui faire des bains, les prières et tout ça. Et puis, ça a commencé à se calmer. Et l'histoire, en fait, c'est dire que ça s'est calmé comme ça quand on l'a emmené au christianisme céleste. Mais jusqu'aujourd'hui, mon cousin là est toujours étrange. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il ne manifeste plus, mais il est toujours resté étrange. C'est dire que dès que tu le regardes, même tu sens qu'il y a un truc en fait en lui de bizarre. Donc après, quand elle a fini à l'église, elle est repartie en province avec l'enfant et puis voilà, ils sont repartis. Nous on est restés comme ça. Mais avec ma soeur, on a vraiment fait un travail au niveau de l'église, vraiment tout le temps, les prières de délivrance et tout. Et puis ça s'est arrêté aussi. Quand il est parti aussi, on ne voyait plus, on ne voyait plus ces trucs-là. Donc en fait, moi, la morale de l'histoire, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi étant mère, je suis très attachée à mes enfants. J'ai du mal à confier mes enfants aux gens. Vraiment, j'ai du mal. Donc, c'est vrai que ça crée un peu des problèmes avec le papa de mes enfants, mais moi, j'ai eu du mal à cause de ça, en fait, cette histoire-là. Donc, vraiment, à toutes les mamans qui sont là, à tous les papas qui sont là, moi, j'aimerais vous dire, faites vraiment attention à où vous envoyez vos enfants, surtout quand vous ne connaissez pas les personnes. Parce que ma tante, quand elle a envoyé mon cousin là-bas, elle n'a pas fréquenté les parents de son ex, hein. Elle les avait jamais fréquentés. Donc, vraiment, vraiment de faire attention. Voilà, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Allô? Oui, bonjour à tous, bonjour à DMG, bonsoir à la communauté. Bonsoir. Voilà, donc je vais attaquer tout de suite, mais avant j'aimerais juste apporter une petite précision si DMG me permet par rapport à l'histoire que j'ai racontée avant-hier. Il y a des gens qui m'ont contacté alors que j'ai bien précisé que ce sont des choses que je faisais auparavant, c'est-à-dire que les contacts avec tout ce qui est marabout, je n'ai plus. Ça ne sert à rien de me contacter, je n'ai plus ces contacts-là, je ne le fais plus, ça fait partie de ma vie d'avant. C'était juste pour apporter cette petite précision-là. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais raconter une histoire, encore une fois, qui m'est arrivée.
qui fait suite à l'histoire que j'ai racontée par rapport au parfum. Mon ami que j'avais emmené chez le marabout pour faire un parfum d'attirance. Donc là, il s'agit de mon cousin, d'accord, un cousin que j'aime beaucoup, qui un jour vient me contacter et tout ça. Il me dit, bon, bah écoute, moi j'ai des problèmes d'argent et tout ça, est-ce que tu voudrais pas qu'on devienne riche et tout? Je lui dis, oui, mais tout le monde veut devenir riche, mais tous les moyens ne sont pas forcément bons à prendre. Il me dit, bah écoute, toi tu es déjà dans... Enfin, tu baignes un peu dans l'univers mystique, tu connais des gens et tout ça, il va les contacter. Moi, je lui dis, mais moi, ces gens que je connais, c'est parce que je pratiquais des sports de combat et moi, je n'allais les rencontrer que pour mes combats, en fait. Je n'y allais pas pour l'argent, je n'y allais pas pour les femmes. Donc, il insiste et tout ça. Et je lui dis, bon, ben écoute, je vais quand même commencer à chercher pour voir si dans mon réseau, il n'y a pas quelqu'un qui fait ce genre de travail. Donc, j'ai commencé à chercher et comme l'adage dit, qui cherche trouve. Donc j'ai commencé à avoir quelques contacts. Je l'ai ramené chez 2 ou 3 personnes, mais ces gens-là n'étaient pas très sérieux en fait. Je pense que c'était des charlatans parce que ça n'aboutit à rien. Alors comme j'avais un combat à préparer dans les jours qui venaient, il y a mon oncle qui me dit, bah écoute, moi je connais un pygmée chez qui je vais t'emmener, on va te faire un travail et tout ça. Je lui dis d'accord. Donc je vais chez le pygmée. Et il nous avait demandé d'arriver avant le lever du soleil. Et donc on a commencé à discuter. Chose étrange, d'habitude quand je faisais mes travaux, ça durait généralement sur 3 jours. Mais le pygmée me dit, je vais te prendre du lever du soleil jusqu'au coucher. C'était la première fois. Donc on fait ce travail-là, ça se passe très bien. Et puis je repense à mon cousin. Je lui dis, mais moi je cherche aussi autre chose. Est-ce que toi tu fais le travail en ce qui concerne l'argent? Il me dit non, mais je peux te donner un contact. C'est quelqu'un de très sérieux et tout ça. Dis-lui que tu viens de ma part et discute avec la personne. Je dis d'accord. Donc il me donne le contact. C'était une femme. Chose très étrange. Quand je me rends chez la dame, je tombe sur une blanche. J'étais très surpris. Je me suis dit, mais comment a pu se faire la connexion entre un pygmée et une française? Déjà, je trouvais ça curieux. Après, je me suis dit, bon, peu importe. Donc, j'y étais pas avec mon cousin. J'ai discuté avec la dame. La dame me dit, OK. Donc, je lui explique les termes clairement. Elle me dit, bah, écoute, viens avec ton cousin. Tout ce qu'on va lui prendre, c'est une goutte de sang. Et ensuite, on vous donnera de l'argent. Moi, je trouve ça trop facile. Je trouve ça beaucoup trop facile. Donc, je lui dis, OK, d'accord, il n'y a aucun problème. Moi, je viendrai avec lui. Mais combien on va toucher en contrepartie? Et la dame lui dit, elle me dit, bon, bah, ce sera à peu près 500 millions de francs CFA. Je me dis, attends, 500 millions de francs CFA juste pour une goutte de sang? Je trouvais ça curieux quand même. Je me suis dit, bon, bah, écoute, de toutes les façons, ce n'est pas de mon sang dont il s'agira, donc voilà. Et je rentre à la maison, enfin, j'appelle mon cousin, je lui dis, bah, écoute, je pense avoir trouvé quelque chose de sérieux. Et donc, rencontrons-nous demain. Avant de te ramener chez la dame, je veux qu'on discute d'abord de quelque chose. Et ensuite, je te ramènerai là-bas. En fait, la chose dont je voulais discuter avec lui, c'était le pourcentage. Je voulais savoir combien il était prêt à me donner sur les 500 millions avant de le ramener là-bas. Curieusement, cette nuit-là, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à 3h, 4h du matin, je suis éveillé. Et je regarde dans un coin de ma chambre, il y avait une Bible qui traînait, alors que je n'étais pas un grand lecteur de la Bible à cette époque-là. Je me dis, bon, je vais la lire comme ça vite fait. J'ouvre la Bible et je tombe sur un passage qui est dans le Lévitique, qui dit l'âme de la personne est dans le sang, et celui qui consomme du sang rendra des comptes. Je dis, ah, c'est bizarre quand même. Ça sonne comme un avertissement. Donc en matinée, je me dis, je vais quand même aller revoir la dame. Et je veux qu'elle m'explique bien les termes. Et ensuite, je vais ramener mon cousin. Je repars voir la dame, la blanche. Et elle me dit, bon, bah écoute, de toutes les façons, je vais pas te cacher ce qui va se passer. Une fois qu'on aura pris le sang de ton cousin, il vivra moins d'1 an. J'ai dit, ah quand même, je n'avais pas ce détail-là, excusez-moi. Je n'avais pas ce détail-là qui est plutôt important. Donc, je donne rendez-vous à mon cousin. Je lui avais déjà donné rendez-vous, on se retrouve et tout ça. Je lui dis, bah écoute frère,
voilà ce qui va se passer. L'argent, on l'aura, mais tu auras moins d'un an à vivre. Et il va me sortir une phrase, mais vraiment une folie. Il me dit, ouais, il vaut mieux vivre comme un, vaut mieux vivre comme un, vaut mieux vivre comme un lion, je crois, avoir une vie courte comme un lion que de vivre longtemps comme un mouton, un truc comme ça. Je dis, mais est-ce que tu es conscient que d'ici un an, on va t'enterrer, tout ça? Il m'a dit, oui, moi, tout ce que je te demande, c'est de me faire des obsèques mémorables et tout ça. Je veux que ce soit le feu, que tout le monde se souvienne de moi. Je lui ai dit, ok, très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, combien tu me donnes sur les 500? Il me dit, bah, je te donne 150 millions. Bah, et moi, je commence déjà à faire mes plans sur les 150 millions. Sachant qu'il va mourir, moi, je me dis, bon, je ne vais pas attendre qu'il meure. Dès qu'il m'aura donné mon argent, je vais faire la fête avec lui pendant peut-être 2-3 mois. Et après, je me barre. J'avais le projet d'aller aux États-Unis et tout ça. Il dit, je file vers les États-Unis. Et de toutes les façons, il est consentant. Moi, je n'ai rien fait. Je lui ai juste donné un tuyau. Et la même nuit, j'ai encore beaucoup de mal à dormir. Alors, il y a un détail très important. Parce que moi, je viens on va dire d'une famille où chacun a vraiment sa spiritualité et les gens ne se cachent pas. Franc-maçon, sorcier, animiste, tout ce que vous voulez. Et la mère de mon cousin est connue pour être très avancée dans l'occultisme. Chez nous, on l'appelle même le python. On l'appelle le python. Donc je me dis, je ne vais pas sacrifier l'enfant du python sans qu'il y ait un retour, en fait, sur moi. Et donc cette nuit-là, je fais un songe où je suis avec certains membres de ma famille, mais je sais que c'était vraiment un avertissement parce que c'est le genre de songe où, vous voyez, dans le songe, il y avait des gens que je ne vois, des vieux de la famille que je ne vois peut-être que tous les 5 ans lors des grands événements, des mariages, des trucs comme ça. Et ils me disent, chez nous, on ne verse pas le sang. Comme tu as versé le sang de ton cousin, nous allons prendre ton sang. Et donc dans mon sang, chacun prend une machette, il me découpe et chacun part avec un morceau. Le matin, je me lève, je lui dis, c'est mort. Quand il vient me voir, je lui dis, frère, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je m'assois sur tes 500 millions. Il s'énerve et tout ça. Il me dit, mais c'est pas possible. Moi, je te croyais courageux et tout ça. Je lui raconte et tout. Il me dit, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut même faire un rituel où je vais te dédouaner. Il voulait tellement l'argent. Et moi, je lui ai dit, non, c'est mort. En contrepartie, on peut chercher quelque chose qui s'appelle le portefeuille magique, si tu veux. Comme toi, tu veux être riche, et puis il y avait aussi d'autres amis qui étaient un peu intéressés par ça. Moi, j'ai fait un calcul. Je me suis dit, bon, je vais tous les pousser à faire le portefeuille magique. Moi, je vais pas le faire. On va faire la fête ensemble. Moi, je vais garder l'argent. Et ensuite, quand ils seront tous pauvres, moi, je continue ma vie. Mais excusez-moi de rigoler, je sais qu'on n'a pas le droit. Donc, j'essaie de convaincre mon cousin et tout ça. Au final, il accepte. Il me dit, ok, bon, ben, il n'y a pas de souci, portefeuille magique. Au moins, je vais rester en vie. Et je vais mettre le feu à la ville pendant au moins 1 an. Je dis, ok. Malheureusement pour moi, je tombe sérieusement malade. Donc malade au point où je ne peux même plus bouger et tout ça. Et mon cousin s'énerve et il se dit, ouais, finalement, tu fais exprès. Comme tu ne veux pas me montrer, me donner tes contacts, je vais aller les chercher tout seul. Je lui dis, d'accord, il n'y a aucun problème. Vas-y, mais moi, dans mon état de santé, je peux rien faire. Donc, si tu arrives à trouver tout seul, vas-y. Donc, il va chercher par lui-même. Il va rencontrer quelqu'un et il vient m'en parler. Il me dit, on doit faire un rituel au bord de l'océan et tout ça, où on va invoquer un esprit. Et après, j'aurai l'argent, je deviendrai riche. Mais t'inquiète pas, même si tu n'as pas voulu me montrer tes contacts, je penserai à toi. Quand je serai millionnaire, je viendrai quand même te donner 2-3 millions. On est ensemble, c'est la famille. Je lui dis, j'ai un très mauvais pressentiment en fait. Je lui dis, frère, tu sais, moi, je suis dans ces histoires-là pour mes combats, c'est vrai, mais je sais qu'il n'y a rien de gratuit en fait. Moi, je sais quel prix je paye. Tu vois, quand je gagne un combat, je sais quel prix j'ai payé derrière. Tu vois. Et c'était même pas des combats internationaux, des trucs comme ça, c'était juste des trucs régionaux, à la limite. Mais malgré ça, on devait faire des choses qui sont un peu... Voilà, une autre fois peut-être, je reviendrai sur ça. Donc le cousin me dit, bah écoute, moi je vais quand même y aller. Et je lui souhaite bonne chance. Donc il y va, il fait son rituel. Et malheureusement pour lui, il va perdre la raison jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Au moment où je vous parle, on a essayé de le soigner, on a essayé de... Mais voilà, il y a des séquelles, il y a des fois, il pète les plans, des fois... voilà, donc si je pouvais donner un conseil, c'est ne vous lancez jamais dans ces histoires-là si vous n'êtes pas prêt.
En fait, j'ai tout un parcours. J'ai même fait parvenir une histoire sur ma première sortie astrale, mais je pense qu'elle n'a pas encore été publiée. En fait, je voulais que ce soit chronologique, mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai baigné dans ce monde-là pendant pas mal d'années. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. Mais je reviendrai plus tard pour de prochaines histoires et j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, encore une fois, merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. C'est comme ça que les gens vont mourir. Tout le temps, on fait les directs, on dit méfiez-vous des inbox des gens. Quelqu'un m'a raconté que et comment il a baigné dans le fétichisme et tout ça. Les tontons arrivent dans son inbox, les tatas. Quand vous allez partir trouver vos morts là-bas, ne venez pas citer mon nom. Je n'ai envoyé personne. Voilà. Quelqu'un monte pour raconter justement ce qui s'est passé dans le passé et qu'il a changé. Vous voulez le ramener dans son passé. Bon appétit. Bonsoir, Bonsoir Caroline. PNG. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Ah, ok, d'accord. En fait, l'histoire que je voulais rencontrer, c'est mon propre histoire que j'ai vécue il y a de cela 2 ans. Je suis allée rendre visite à ma cousine. Elle venait d'accoucher, donc je devais aller lui rendre visite. Maintenant, arrivée là-bas, bon, j'ai fait plus d'1 mois et quelques. Donc, je sortais et tout. Bon, c'est un pays dont je vais taire le nom. Donc, je sortais et tout. Donc, j'avais rencontré un monsieur. C'est un fonctionnaire international. Donc, quand on s'est rencontrés, bizarrement, c'est comme, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Parce qu'il y a le feeling, on s'entendait hyper bien. Bon, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, c'était instant, c'était fort, les choses se sont allées plus rapidement. Donc, lui aussi, il était en mission. Donc, quand il a fini, il avait fini, donc il est retourné dans son pays d'origine. Quand il est retourné, je suis restée un bon moment avec ma soeur. Au moment où je voulais rentrer là où je vivais, dans le pays où je vivais, il m'a contacté. Il m'a fait comprendre qu'il est en train d'aller en mission dans un autre pays. Donc, est-ce que je peux l'accompagner? Donc, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, je peux t'accompagner. Donc, quand on causait dans les discussions, il a demandé mon passeport, il m'a envoyé un billet d'avion. J'ai pris le billet, je suis arrivée. Premier jour, tout allait bien. Comme d'hab, c'était vraiment la bonne vibe. Franchement, c'était comme quelqu'un que je connaissais depuis et tout. On a passé une belle soirée, on a dormi dans le matin. Et il m'a laissé à l'hôtel et lui, il devait aller travailler. Donc le matin, quand il s'habillait et tout, donc on s'est réveillé avec... il commençait à me taquiner, on rigolait et tout. Donc il m'avait lancé un sujet, il m'avait il m'avait posé une question. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu en penses? Je vais aussi taire le nom de cette secte-là. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses de cette secte et tout. Il m'a demandé le nom. Donc, je lui ai fait comprendre que moi, bon, c'est quelque chose qui ne me dit rien. Et bon, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas intéressée. Donc, je ne sais pas comment ça se passe et je ne juge pas les gens. Et après, il m'a dit, OK. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, tu en fais partie? Il m'a dit, je suis en train de réfléchir. Donc, je lui ai répondu. Ma réponse est que fais très attention parce que, bon, tu n'es pas un petit garçon et j'espère que tu prendras des bonnes décisions qui ne vont pas te coûter plus tard. Après, il m'a dit, oui, OK, c'est pas grave, je vais réfléchir et tout. Donc, quand il rentrait, il avait pris le badge de cette secte-là, que, bon, c'est mondialement connu d'ailleurs. Il avait mis sur sa veste. Il m'a dit, je fais partie de cette secte. Donc, bon, bizarrement, j'ai dit juste, OK. Quand il est sorti, il est parti. Donc, il m'avait laissé à l'hôtel et il est rentré vers... je suis sortie, j'ai essayé de visiter la ville. Vers 19h, je suis retournée à l'hôtel. Quand je suis retournée, il est arrivé. Il est arrivé avant moi. Donc, on était là, après, il me dit, on avait dîné ensemble. Après, il me dit, non, écoute, je vais aller dîner avec des amis. Et en rentrant, je vais
prendre à boire, je vais revenir vite fait. Donc, c'était déjà 20h, 21h. Donc, il dit, tu reviens à quelle heure? Il m'a dit, non, je vais revenir avant minuit. J'ai fini juste de dîner et je reviens. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il est parti, donc j'étais là, je l'attendais jusqu'à minuit. Il n'est pas rentré. Donc, je ne l'ai pas fait sinon non plus. J'étais là dans mon téléphone. Donc, je manipulais mon téléphone. Et un coup, j'ai commencé à avoir sommeil. Donc, je me suis endormie avec le téléphone en main. Mais ce ne sont pas des sommeils très profonds. Donc, quand je dormais, c'était comme... vous connaissez la paralysie sommeil, non? Ça vous est déjà arrivé? Voilà, c'était comme la paralysie sommeil. Donc, je me suis couchée avec le téléphone. Je manipulais le téléphone et d'un coup, le sommeil est arrivé. J'avais mon téléphone en main. Et quelqu'un commençait à m'attraper parce que quelqu'un commençait à m'attraper avec une cravate dans le cou. Quelqu'un me serre le cou avec du cravate. Et bizarrement, le cravate que j'avais vu, c'était le cravate qu'il avait porté ce matin. Et la personne essaie aussi d'attacher mes jambes avec, avec des grosses fils là où nos parents prenaient de l'eau avec dans les puits à l'ancien. Tu vois les fils où on prenait de l'eau avec dans les villages? Je ne sais pas si tu vois. Quelqu'un essaie de m'attacher les pieds. Donc j'ai essayé de me débattre, fatiguée. Quand je me suis réveillée, quand j'ai pu me lever, je me suis dirigée directement vers le toilette. J'ai vu que j'avais les traces de, j'avais les traces de cravate sur mon cou et la corde sur mes pieds. C'est comme si quelqu'un m'avait attaché et puis m'a relâché. Donc, j'avais ces cicatrices, ça, j'ai filmé automatiquement. J'ai envoyé à ma soeur. J'ai dit, écoute, regarde, voilà. Donc, elle dormait déjà, donc je l'ai appelée sur son téléphone normal, vu qu'elle s'est déconnectée sur WhatsApp. Je lui ai envoyé les photos. J'ai dit, écoute, j'ai fait un drive et puis voilà ce qui s'est arrivé. Moi, je pensais que c'était juste la paralysie sommeil, mais voici les traces, les cordes et tout. Elle me dit, prie avant de dormir. Il est parti, je dis, il est parti pour dîner avec ses amis. Il m'a dit qu'il allait revenir avant minuit, mais il n'est pas encore rentré. Donc, elle me dit, non, il faut prier et tout. J'ai dit, d'accord. J'ai prié, je suis restée. Il y a quelque chose qui me tire vers le sommeil, j'essaye de résister. Ça me tire, j'essaye de résister. Et je ne l'ai pas fait si. À ma grande surprise, le monsieur qui allait et revenir, et le monsieur qui allait juste dîner avec ses amis et revenir est rentré à 4h du matin. Quand elle est rentrée, il m'a dit, j'étais là dehors, je suis assise puisque je ne pouvais plus m'endormir. Il est rentré directement, il m'a dit, pourquoi tu ne dors pas? J'ai dit, non, mais je lui ai fait comprendre. J'ai dit, non, je n'ai pas sommeil. Il m'a dit, ok. Donc, il ne s'est même pas déshabillé. Il était vraiment de mauvaise humeur. C'était un changement de personnalité. Franchement, je n'ai pas compris. Après, il m'a dit, j'ai envie de te faire la sodomie. J'ai dit, mais quoi? On n'a jamais parlé de ça, même dans les blagues et tout. Tu sais, on se taquinait beaucoup, mais on n'a jamais parlé de ça. Et quand il m'a dit, non, c'est tout ce que j'ai envie de faire ce soir. Je lui ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai refusé. Après, quand j'ai refusé, il a dormi avec ses habits. Donc, le lendemain, il est déjà rentré à 4h du matin. Donc, je lui ai dit 6h. Il était couché, il ne m'a plus parlé. 6h, il s'est réveillé. Il est allé se préparer pour aller travailler. Donc, quand il partait, il m'avait déposé une somme de 150 000. Il m'a dit, si je rentre, je ne vais pas te voir ici parce que je n'aime pas ce genre de comportement et tout. Il a commencé à s'énerver pour moi. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, tu es là pour moi, non, tout ce que je dois... Non, il n'avait pas d'argument. Tout ce que je te demande, tu dois accepter. J'ai dit, mais non, on se connaît à peine, mais malgré ça, on n'a jamais parlé de nos fantasmes, on n'a jamais parlé de ça. Tu sors, déjà que tu me dis, tu rentres avant minuit, tu rentres à 4h du matin, et dès que tu rentres, tu me demandes quelque chose, mais c'est un peu étrange. Moi, je ne peux pas. Après, il dit, et si tu ne peux pas, tu es ici, pourquoi? Alors, donc, j'ai vu qu'il a commencé vraiment à manquer de respect. Il m'a déposé 150 000, il m'a dit, je pars, si je reviens, je ne vais plus te voir à l'hôtel. Alors que je suis censée aller faire... le billet qu'il avait pris, c'était 6 jours. Je suis allée un mercredi et on devait bouger, genre le lundi prochain. Donc, dès que je suis arrivée, c'est-à-dire vendredi, le gars, il m'a chassé de l'hôtel, il a déposé l'argent. Il m'a dit, quand je vais partir, je reviens, je ne vais plus te retrouver ici. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, heureusement, j'avais un cousin qui est dans la même ville parce qu'il était là pour étudier, mais je ne l'ai pas dit que je venais parce qu'à part ma soeur dont je suis allée voir, personne ne savait que j'étais là.
parce que j'ai pas voulu que les gens sachent et tout et tout. Mais je suis obligée d'appeler mon cousin pour lui dire, bah écoute, je suis là, mais je suis en escale et tout et tout. Donc je suis arrivée chez mon cousin, j'ai fait 2 jours, j'ai changé mon billet et je suis revenue chez ma soeur. Quand je suis revenue, j'ai commencé vraiment à tomber malade. Genre, je dors, mais je dors pas normal. Je commence à faire que des hallucinations. Quand je me couche, je fais que des hallucinations et j'agite. Comment on appelle dans mon sommeil, je suis très agitée. Donc, à chaque fois, ma soeur me réveille. Et bien avant ça, et le même jour que ça s'est passé, il y avait un papa, il y avait un de mes oncles qui est pasteur, qui a beaucoup l'habitude de prier avec moi. Donc, lui, il m'avait appelé à 6 h du matin, donc il était là. Donc, quand je l'ai laissé partir, j'ai répondu, il dit, oui, papa, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a cette nuit, j'ai fait que rêver avec toi. Je me couche, tu cours vers moi, je me réveille. Après, je me rends, je prie, je me rends et tu continues de courir vers moi. Donc, je m'avais savoir si tu vas bien. Donc, je l'ai menti, j'ai dit, non, non, tonton, je vais bien, ne t'inquiète pas et tout. Il m'a dit, ah, mais c'est bizarre, c'est la première fois et ça me semblait réel. J'ai voulu t'appeler dans la nuit, mais je me suis dit, sûrement, tu dormais. Donc, je n'ai pas voulu te déranger et tout. Donc, j'ai dit, non, t'inquiète, il n'y a rien, j'ai juste camouflé. Donc, quand je suis rentrée à la maison, chez ma soeur, j'ai commencé vraiment à tomber malade. J'ai commencé à faire des hallucinations de tout ce qui se passait et tout dans mon sommeil. C'est comme si je suis trop agitée dans mes sommeils. Là, ma soeur, elle me réveille, elle me dit, donc à chaque fois, elle voyait ça. Et quand elle essaie de me réveiller, c'est comme quelqu'un qui est vraiment dans un coma. Je sais pas, elle a vraiment du mal à me réveiller. Donc, le 3e jour, ça lui dépassait, elle me dit, écoute, j'ai un ami et tout, on va aller le voir. C'est un traduit partition, on va aller le voir parce que c'est pas normal ce qui se passe et tout. J'ai dit, ok, on arrive. Et c'est ma première fois de mettre même le pied là-bas. On arrive, c'est un papa âgé, il fait dans les voyances la guérison et surtout il traite beaucoup des trucs mystiques. Donc quand on arrivait déjà, il y avait beaucoup du monde et je ne me sentais pas vraiment bien. Donc ma soeur, elle est venue le voir. Bon, je suis allée me reposer dans un salon en attendant qu'il finissait avec les autres. Donc quand je suis allée voir le papa, dès que je me suis assise, le papa a dit, mais tu as la chance, tu viens de loin, tu as la chance. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais là où tu étais là, on allait te sacrifier comme un mouton de sacrifice, tu as la chance. Et comment on appelle, et tu es forte d'esprit, c'est pourquoi tu es encore là. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, le gars que j'ai toujours l'enregistrement du papa parce que j'avais mis mon téléphone, j'ai enregistré. Il me dit, là où tu étais le 4e mouton de sacrifice parce que c'est comme ça, vous les jeunes filles, vous faites, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le suivez, on vous prend là. Je ne sais pas si tu es chrétien, tu cours, ou bien si tu n'es pas chrétien, tu cours de tous les sens parce que tu n'as pas 3 mois de vie. C'est comme ça après les maux de tête ou un accident de circulation, c'est comme ça vous mourrez facilement. Donc faites très attention parce que tu étais la 4e personne que ce monsieur allait te tuer là-bas. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je suis arrivée, je n'ai même pas ouvert la bouche que le papa a commencé à parler. J'étais genre, waouh. Il m'a dit, comment on appelle, et il m'a demandé juste soit d'aller faire des sacrifices dans les orphelinats, ou si j'ai l'argent, j'aide les gens, ou je fais quelque chose, ou soit si je dois aller à l'église. Bon, je fais ce que j'ai à faire le plus vite possible, parce que c'est pas bon, c'est pas vraiment bon pour moi. Donc, je suis rentrée avec ma soeur, j'ai essayé d'appeler mon papa pasteur, je voulais parler de ça, on avait prié. Et juste après, je suis entrée dans une dépression pas possible. Et le gars, depuis qu'on s'est quitté à l'hôtel jusqu'à aujourd'hui, bientôt 2 ans, j'ai pas de ses nouvelles. Personne n'a écrit à personne. Je sais pas s'il vit, je sais pas. Bon, il n'y a plus de signes de vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour ma petite histoire, j'aimerais franchement qu'on fasse attention et ne pas se déplacer comme ça pour aller voir des inconnus. Même si, et on a souvent tendance à dire que ouais, on connaît les gens, mais on ne connaît pas vraiment le fond des gens. Si on pouvait me dire, ou si je pouvais penser que c'est ces comportements que ces messieurs allaient me montrer, franchement, j'allais dire que c'est faux. Donc, on fait très, 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 très attention pour les gens qu'on rencontre. Et surtout, nous, les filles, on est très exposées. Et c'est quelque chose qu'on doit essayer de revoir. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire, Caroline. Merci DMJ. Bonsoir. Bonsoir, Auguste. Ouais, j'espère que vous allez bien. Très bien. Ouais. Merci. Voilà.
Voilà, c'est juste pour une petite histoire. Mon histoire d'ailleurs, en fait. Et c'est juste pour ramener nos sœurs, nos jeunes sœurs, à comprendre que la vie d'aujourd'hui, hein, il y a pas on ne connaît personne à fond. On ne connaît pas la mentalité des gens. Même la personne la plus drôle, la plus gentille, la plus sympa, je sais pas. Faut toujours vous méfier de qui se place devant vous, en fait. Ah, c'est une histoire c'est mon histoire, en fait. Aujourd'hui, je suis une femme, mais c'est une histoire qui s'est passée il y a de ça beaucoup d'années. Je vais taire le nom du monsieur, mais voilà, j'avais fait rencontre d'un monsieur qui était cadre à Orange. Cadre à Orange, et moi, j'avais 19 ans. Vous voyez le genre de personnes, bon, moi, j'étais le genre de personne qui n'était pas dans une famille trop aisée, mais au moins, j'avais de quoi manger parce que ma mère, à la base, elle était commerçante. Donc, du coup, on nous avait toujours éduqué qu'on doit se contenter du peu qu'on avait. Donc, moi, par exemple, j'avais pas des gros yeux. Et c'est grâce à ne pas avoir mes gros yeux là qui m'a beaucoup sauvée. Ce monsieur était cadre à Orange. Je l'ai rencontré comme ça dans mon secteur. En ce moment, je vivais à Chez-Nouvelle. Je n'étais pas encore en Europe, j'étais encore au pays. Je vivais à Chez-Nouvelle. J'ai rencontré le monsieur. Et ce monsieur, subitement, le premier jour que je l'ai rencontré, mon cœur n'a pas donné. Mais avec la compagnie de ma copine qui me dit, Auguste, non, vas-y, il ne faut pas avoir peur. Toi aussi, tu paniques trop. Et si c'était moi, je ne vais même pas hésiter. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Vous avez les écouteurs là? Les écouteurs? Non, moi, j'ai pas d'écouteurs. Non, j'ai pas d'écouteurs sur moi. Essaye de pas parler trop près du téléphone là. Ça fait un bruit bizarre. Ah, d'accord, sorry. Là, ça va. Oui, là, c'est bon. Ok, désolé. Donc, bref, ma copine, elle m'a poussé en fait de dire oui au monsieur. Pour finir, j'ai dit oui. Tout se passait super bien. Mais ce qui était bizarre, c'est que je voyais le monsieur. À chaque fois que je le voyais, si je le voyais 5 fois par jour, j'avais 25 000 fois 5. Donc, le nombre de fois que je voyais le monsieur, il me remettait 25 000. Donc, je peux le voir même 6 et je vois au maximum 5 fois. Si je n'ai pas trop vu, c'est 5 fois. Et à chaque fois que je le voyais, il me donnait 25 000 francs. Et c'était l'un des premiers monsieur à arriver chez moi. Genre, on ouvre la porte et puis il s'assied, quoi. Et tout le monde l'appréciait parce qu'il donnait vraiment de l'argent. Mais moi, particulièrement, ça ne me disait pas parce qu'avec mon petit gars qui n'avait rien, que je kiffais et tout, mais comme tout le monde était derrière le monsieur, et j'étais petit, donc il fallait que je marche, j'obéis. Donc du coup, voilà, j'obéissais malgré tout. Mais un jour, quand on dit souvent, quand tu sors de ta maison, fais l'effort avant de sortir de ta maison, il faut prier. Avant que tu ne dormes, prie. Parce que la prière, il est super important. Ce monsieur, le jour qu'il devait me vendre, en ce moment, vous allez m'excuser, hein, en ce moment, les téléphones étaient encore tellement coûteux. Donc, il fallait que tu sois un peu à l'aise pour que tu aies droit à un téléphone. Tu vois, donc, moi, particulièrement, je ne savais pas qu'on pouvait mettre le téléphone en mode sonnerie, en mode réveil, quoi. Tu vois. Donc, le monsieur, un week-end, il vient me chercher, il m'amène chez lui, en disant à ma mère que je vais passer le week-end chez lui. Ma mère me dit, ouais, vas-y, il ne faut pas avoir peur. Puisqu'il a demandé la permission, faut pas avoir peur, il faut aller chez lui. Et à ce moment, en même temps, il avait ses 2 enfants qui venaient d'arriver du pays. L'aîné avait 15 ans, la dernière avait 14 ans. Ce week-end, c'était si bonne mémoire, nous sommes arrivés le vendredi. Je n'ai pas vu les enfants, j'ai vu plutôt les enfants de samedi. De samedi, je me suis levée, je me suis douchée, je suis sortie de la douche. Dès que je sors de la douche, le monsieur m'amène dans une chambre. Dans une chambre qui était tellement obscure, donc il n'y avait aucune lumière, il n'y avait pas de fenêtre. Même s'il y avait des fenêtres, il y avait des rideaux tellement épais qui avait couvert toute sa chambre. C'était une chambre ou quoi. Il avait couvert sa chambre avec un très grand rideau de couleur bordeaux.
Donc, il n'y avait que la lumière de la porte centrale qui éclairait légèrement la chambre. Et le monsieur avait fait sciemment pour que je puisse voir le contenu de la chambre. Et dans cette chambre, il y avait des bijoux, de l'argent, en liasse, des grosses bibles. Il y avait beaucoup de choses qui peuvent attirer une petite fille, en fait. Une petite fille qui sort des quartiers difficiles. Genre, pour lui, il fallait que je prenne. Je sais pas, je connais pas trop ses intentions, mais il m'amène dans cette chambre et après, il met son téléphone en mode réveil. Moi, ne connaissant rien, le téléphone sonne. Le gars fait genre comme s'il est en train de décrocher un appel. Il me dit, excuse-moi, j'arrive. Attends-moi là. J'arrive, je vais recevoir un appel. C'est donc comme ça que le monsieur il va sortir me laisser dans la chambre, en laissant bien la porte ouverte pour que je puisse voir l'intérieur de la chambre. Il y avait vraiment des petits bijoux, des choses bien que quelqu'un peut voler. En fait, c'était ça le but, que je vole. Voilà. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que je sortais de la douche, j'avais déjà pissé. Mais subitement, j'ai eu envie de pisser. Et au moment où je vais pisser, je tombe sur sa fille. Et sa fille, vous savez, les enfants qui grandissent en Europe ne bavardent beaucoup. Elles ne cachent pas, elles n'ont pas de secret. C'est sa fille qui me dit, ah, tu fais quoi dans cette chambre? Ma mère, elle a fui la maison à cause de la chambre aussi. Ma mère voulait tuer mon père et ma mère a fui. Donc, sors de la chambre, la vie. C'est comme ça que je suis sortie. Mon père voulait tuer ma mère ou bien ma mère voulait tuer mon père? Mon père voulait tuer ma mère. Désolée. Mon père voulait tuer ma mère. C'est pourquoi ma mère a fui. Elle sort de la chambre, la vite. Et c'est comme ça que je suis sortie de la chambre. Là, le monsieur habitait à Makepe et moi, j'étais à Newbel. Je n'avais que sur moi, je crois, sur moi, là, j'avais peut-être 1000 francs. Ou moins, même si je me rappelle bien. Je suis sortie, le monsieur ne s'est même pas gêné à venir me chercher, à savoir pourquoi je suis partie. Tu comprends un peu? Il a fait des mois et des mois et des mois. Et un beau matin, je le vois devant ma porte, sous prétexte en me disant, voilà, pourquoi tu as peur de moi? Je veux te faire du bien. Hein? Qui peut te donner 25 000? L'argent comme je te donne de l'argent. Tu sais que je voulais te rendre comment? Et tout. Je l'ai dit. C'est une histoire de quelle année? Une histoire, là maintenant j'ai 39 ans, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Donc c'est vraiment une histoire qui date sincèrement. Donc du coup, j'ai vraiment eu de la chance parce que si j'avais eu les gros yeux, j'allais voler. Et ma folie devait commencer par là. Sous prétexte que parce que j'ai volé, c'est pourquoi je suis devenue folle et tout et tout. Tu vois, donc je prie souvent mes soeurs, ayez les petits yeux. Ayons les petits yeux, c'est super important. Parce que les gros yeux là, ça nous amène loin, sans même le savoir. En fait, c'était ma petite histoire. Comment tu dis les petits yeux? Ça veut dire qu'une fille qui a naturellement les gros yeux, elle fait donc comment? Elle ferme ses yeux. Ah, si elle veut qu'elle les ouvre même, elle les retire, elle les porte entre ses mains. Elle engage qu'elle. Elle parle physiquement, quelqu'un qui a les gros yeux, fait comment? Elle a seulement mourir. Non. Froisser ma belle. Honnêtement, je pense que si le monsieur voulait te faire du mal, un monsieur qui te remet 25 000 francs chaque jour, et chaque fois qu'il te voit, il aurait très bien pu travailler son 25 000 et te donner ça, tu manges et puis tu deviens folle. Hein. Non, mais attends. On va juste te dire que tu avais beaucoup de gens qui te protégeaient, ou bien que peut-être tes prières, ou bien peut-être les prières de ta maman, ou de je sais pas qui te protégeait. Je pourrais pas dire que c'était mes prières parce que j'étais pas trop prière, mais je priais quand même. C'était ma naïveté en fait. Tu comprends? Qui m'a aussi sauvée parce que voilà. Il m'a donné, je lui ai rien demandé. Il m'a donné. Prière, la chance et tout qui a vraiment fait en sorte que tout ce qui voilà. Mais le but pour lui était que je prenne quelque chose dans cette chambre. Que je sorte de là avec peut-être de l'argent volé, ou bien des bijoux volés. Pour prendre. Donc, c'était un peu ça le but. L'argent était juste l'attirance. Tu comprends un peu?
L'argent était juste l'attirance, mais le but était que je prenne quelque chose dans cette chambre. Et c'est grâce à ça que peut-être ma folie, ou bien la maladie, ou bien je ne sais pas. C'est là où ma mort devait arriver en fait. Ok, merci beaucoup Auguste pour l'histoire. De rien. Merci à toi. Et les commentaires. On parle comme ça et puis il y a les filles les commentaires. Pourquoi vous prenez l'argent que le gars vous donne, machin, machin? Arrêtez les filles, genre, tu sois avec une fille, elle veut rentrer, après tu dis, ok, prends les 2000 si tu rentres. Hein. Elle dit, non, non, moi je prends pas l'argent, j'ai mon argent. Tu pensais que non, tu as trouvé la femme de ta vie? 2 mois plus tard. Mais j'ai un petit problème, je vais te parler un petit problème là. C'est quoi le problème? Je dois acheter, c'est combien? 500 000. Un petit problème de 500 000, un petit problème. Wonderful. Un petit problème comme ça là, c'est combien? 500 000. Mais encore celle qui prend les 2000, celle qui prend les 2000 là. Hein. Pardon, prenez les 2000, pardon. C'est trop. Avec les filles qui aiment souvent crâner un genre. Tu vas voir une fille qui est au fin fond de Baganté. Pour tu dis c'est quoi ton fruit préféré, elle dit que c'est la fraise. Tu connais la fraise où? La fraise. Pardon. Les gens vraiment. Bonsoir. Bonsoir DMG. Comment ça va? Bonsoir. Tu es comme si tu es à côté Comment tu vas? De la radio ou bien de la télé. Hein? Il y a un bruit bizarre là. C'est coupé ta télé là. C'est bon là? Oui, ça va. C'est bon là, DMG? Ok, je vais te raconter une petite histoire dans mon village. Là maintenant tu es au village comme ça? Il s'est passé. Non, je suis à Yaoundé. Parce qu'il y a comme les bruits, c'est les grillons comme ça. C'est bon? Hein? Il y a les grillons derrière toi là qui font le bruit. Qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y a rien. Ça va, baisser la télé, ça va. Ok. Alors, il y a un homme qui a perdu son père. Il ramène son père à la morgue. Qu'on garde son père à la morgue. On garde son père très bien. Et il paye toutes les modalités, tout. Il s'en va. La famille. Le monsieur, il se lève de la morgue. Il dit au morguier que chaque jour, tu vas me laisser sortir pour aller au carrefour pour boire la bière et chercher les femmes. Le morguier dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut souvent vite rentrer. Moi aussi, je dois aussi aller quelque part. C'est comme ça que le morguier laisse le monsieur chaque jour, il sort. Il va boire les bières, il rentre et il entre dans la caisse. Il dort. Ça s'est passé comme ça pendant 2 mois. Il sort comme ça. Aujourd'hui, il dit que demain, je veux aussi sortir. Morguier il dit que bon, ne dure pas trop. Parce que moi aussi, je dois aller aussi quelque part. Le monsieur dit, ok, d'accord, il part. Arrivé là-bas, le gars a mis long. Il a duré là-bas, il est rentré vers 2h, 3h, que le morguier était même fatigué. Le morguier se lève que je retrouve le monsieur ici au carrefour. Quand il sort, il croise le monsieur en route, il dit, mais comment? On s'est mis d'accord que tu devais vite rentrer, moi aussi, je devais aller quelque part. Il dit, ah bon, maintenant que tu me surveilles. Tu me surveilles pourquoi? Le monsieur dit que, ok, on va arriver là-bas, je vais te faire ça. Arrivé à la morgue, ils ont bagarré. Ça s'est passé à ça, hein? Dans un village, dans mon village, le village de ma mère. Ils ont bagarré. Le morguier a vu que il pouvait mourir. Le monsieur pouvait le tuer. C'est comme ça que le morguier a pris le bâton qu'on tape les cadavres avec. Comme c'est blindé. Il a fouetté le monsieur avec. Le monsieur a tout gâté à la morgue. Tout gâté. On a fait même 3 mois. La morgue était gâtée. Et il a disparu, hein. Jusqu'à aujourd'hui.
Ces gens sont revenus le lendemain. Il n'était pas là. Ni le corps, tout. Il est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. DMG. Les morts ne sont pas morts. Quelqu'un qui est mort dans son village qui était malade. Il est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'était ça mon histoire. Donc je vais te raconter un autre jour. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. On parle comme ça là que le gars il marche dehors là, c'est un terrible sugar daddy. Et ça goûte dans le direct ici là. Pendant qu'on a encore de parler là, ça goûte dans le direct encore de commenter. Terrible sugar daddy.